« 24 heures après le premier tour des législatives, les observateurs nationaux et internationaux affichent leur satisfaction pour la bonne organisation du scrutin. Ils encouragent les autorités maliennes à maintenir le cap. C'est parti depuis ce matin pour les travaux de la 4e session ordinaire de la Cour d'assises de Bamako. Au total, 80 affaires au rôle de cette session. La chronique santé du jour nous parle des logiciels appliqués à la gestion. Il s'agit de Open Clinic. Cette plateforme informatique a amélioré la gestion des ressources de l'hôpital Gabriel Touré. Une chronique à suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres. Nous sommes lundi 25 novembre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Tout d'abord, série d'audience à Koulouba. Le président de la République a reçu successivement professeur Amos Sayer, ancien président intérimaire du Libéria, l'ancien premier ministre de Djibouti, Deleïta Mohamed Deleïta et Mohamed Ojar, ancien ministre des droits de l'homme du Maroc. Ces trois personnalités sont venues dire au président Ibrahim Boubacar Keïta leur satisfaction pour la bonne organisation des élections législatives d'hier. Reportage Garibou Pérou. Chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO est venu faire le compte rendu de ses observations aux législatives de dimanche dernier. Premier à être reçu par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, professeur Amos Sayer a exprimé sa gratitude à l'ensemble du peuple malien à travers le président de la République pour le bon déroulement du processus électoral du 24 novembre 2013. Le processus était transparent, crédible, bien organisé. Nous sommes satisfaits. Le seul petit problème était le nombre de participants aux élections législatives comparé à l'élection présidentielle. C'était un peu faible. Sinon, tout était bien organisé et nous en sommes satisfaits. L'ancien premier ministre de Djibouti, Deleïta Mohamed Deleïta, indique lui aussi avoir échangé avec le chef de l'État sur la bonne tenue des législatives dernières. Il a souligné que l'Union africaine est et sera toujours aux côtés du Mali chaque fois que le besoin s'exprimera. Je suis venu présenter mes respects au président et à ma qualité de chef de mission de l'Union africaine pour le Mali, pour les élections au Mali. Je lui fais part des observations que nous avons eues depuis notre arrivée jusqu'à aujourd'hui. Et surtout hier, la visite que j'ai eue à Tombouctou et le déploiement de plus de 50 observateurs de l'Union africaine un peu partout, y compris dans le nord du pays. Concernant la sécurité a été renforcée. Nous sommes confiants que le déroulement de cette élection, et c'est le sentiment qui est partagé maintenant par tous les observateurs et toutes les organisations qu'il y a ici à Djibouti. Dernière personnalité à être reçue par le chef de l'État, l'ancien ministre des droits de l'homme du Maroc, chef de la mission d'information et de constat de l'OIF. Mohamed Ouajar a quant à lui indiqué que son entretien avec le président de la République a porté sur la bonne organisation des élections. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence le président de la République. C'était l'occasion pour ma délégation et moi-même de transmettre à son Excellence les félicitations du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, son Excellence Abdou Diouf, pour le bon déroulement du processus de la transition et pour la gestion correcte du processus électoral. Les trois personnalités sont convaincues que le Mali est debout avec toutes ses énergies. Il reste du devoir de ses citoyens de les rehausser au sommet du monde. Voilà toutes nos excuses pour quelques problèmes techniques rencontrés dans la diffusion de cet élément. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, reçoit demain mardi 26 novembre 2013 les bulletins 2011 et 2012 de la cellule d'appui aux structures de contrôle de l'administration CASCA ainsi que le rapport 2012 du vérificateur général. Les cérémonies se dérouleront à la salle des banquets du palais de Koulouba, respectivement à 10h et 16h. Les personnalités invitées sont priés d'être en place au moins 30 minutes avant le début des dites cérémonies. Les journalistes dûment accrédités pourront couvrir les deux événements.
Le chef de la mission d'observation de l'Union africaine a été reçu par le Premier ministre Oumar Tatamli. Là également, il s'est félicité du bon déroulement du scrutin. Mohamed Dileta, à sa sortie d'audience au micro de Soumaïla Berté. Je suis ici dans le cadre d'une mission d'observation de l'Union africaine et j'ai rendu une visite de courtoisie au Premier ministre et surtout pour lui faire rendre compte du travail que nous avons fait hier au niveau de l'observation. Comme je l'ai dit, j'étais dans la région de Tombouctou et ici même à Bamako pour le déploiement de certains nombres de bureaux. Et j'ai rendu compte au Premier ministre et surtout les remercier pour toutes les dispositions que l'État malien a pris pour l'organisation des sélections, mais aussi pour nous faciliter le travail de contact sécuritaire, logistique qui a été à notre disposition. J'ai pu aussi rencontrer un certain nombre d'autorités du pays pour voir que cette élection, ça s'est bien préparé par rapport aux recommandations qui a été faites sur la base de recommandations qui a été faites pendant les élections, les 2 tours de présidentielles. Et un certain nombre de choses qui ont été prises en charge. Nous avons vu que tout a été pris en compte, une réussite totale, même s'il n'y a pas eu un engouement total de la population pour cette élection, qui est différente bien sûr de l'élection présidentielle. Nous sommes certains que cette élection a été calme, sereine, et toute transparente, et nous nous félicitons de cet état. Et en tout cas, c'est ce que je suis venu dire au Premier ministre, toute la satisfaction de l'Union africaine pour la qualité du travail qui a été fait par le gouvernement. L'après-élection, toujours le chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Mali, Louis Michel, était lui face à la presse. Objectif de cette conférence de presse, partager avec les hommes de médias la déclaration de la mission sur le premier tour des législatives. Reportage Nando Dambélé. Présente au Mali depuis l'élection présidentielle, la mission d'observation électorale de l'Union européenne est forte de 100 observateurs. Pour le premier tour de ces législatives, les observateurs européens ont visité 789 bureaux de vote sur 17 983 dans 5 des 8 régions du pays. Ils ont évalué positivement les opérations électorales à hauteur de 97,6% des bureaux de vote observés très bien et bien. Cette élection s'est bien déroulée. Et je crois, être autorisé à affirmer que entre l'organisation des élections présidentielles, où on avait déjà vu d'ailleurs une amélioration substantielle de l'organisation du scrutin pour le second tour, mais entre l'organisation du scrutin pour les présidentielles et l'organisation du scrutin pour ce premier tour des législatives, on a vu, et je crois qu'il faut exprimer une grande satisfaction, en tout cas pour une mission d'observation électorale de l'Union européenne comme la nôtre, qu'il y avait un réel effort qui avait été fourni de la part des autorités pour améliorer encore le fonctionnement de ce scrutin. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Le patron de la mission d'observation électorale européenne a attiré l'attention des uns et des autres sur certains aspects institutionnels et juridiques pour une grande fluidité du système électoral dans le pays. Je pense qu'il faudra aussi refonder la loi électorale de manière à ne pas reproduire indéfiniment l'inégalité homme-femme. Notant bien la différence entre l'élection présidentielle et les élections législatives, Louis Michel a invité les partis politiques, les candidats et les citoyens à mettre à profit le second tour pour renforcer encore la reconstruction démocratique. Dans le même registre, le réseau d'appui au processus électoral au Mali a reconduit le pôle d'observation citoyenne électorale pour l'observation du premier tour des législatives, après avoir recoupé les renseignements fournis par ces observateurs à travers la plateforme Mali Vote. Les responsables du POUS ont fait cet après-midi une déclaration préliminaire. Nous vous proposons un extrait de cette déclaration, lu ici par Ibrahim Sango, rapporteur général du POUS. Ces propos sont recueillis par Cheikh Oumar Sangari. D'une manière générale, 93,8% des bureaux de vote couverts par les observatrices et les observateurs du réseau APM ont été ouverts à l'heure. Le poste a constaté que 91,8% des membres des bureaux de vote étaient présents, dont 13,9% des présidents et 47,96% des assesseurs sont des femmes. Il a en outre constaté que l'essentiel du matériel et des documents électoraux étaient en place.
ce qui a permis le démarrage et le déroulement effectif des opérations de vote. Pour ce premier tour du scrutin des législatives, les électeurs ne se sont pas beaucoup mobilisés pour accomplir leurs devoirs civiques. Toutefois, des dysfonctionnements signalés ça et là ont été corrigés pour l'essentiel grâce à la proaction et l'entregent du poste en relation avec ses observateurs, ses superviseurs et les autorités en charge de l'organisation des élections. Un tout autre plan, ouverture ce matin au CICB d'un atelier sur le plan d'action 2009-2013 de lutte contre la corruption. Il s'agit pour les organisateurs de mettre à niveau les acteurs et préparer le forum sur la réorientation du plan d'action. L'atelier est initié par le comité de suivi et d'évaluation du plan d'action de lutte contre la corruption, compte rendu à Gali Agagissa. Les recommandations ici des États généraux sur la corruption et la délinquance financière, tenues en novembre 2008, ont abouti à l'élaboration d'un plan d'action. C'est dans le but de mieux s'approprier ce document et relancer les activités en vue de lutter efficacement contre le phénomène de la corruption que se tient cet atelier. Le nouveau leadership malien, incarné par le nouveau président de la République et le gouvernement, a placé la lutte contre la corruption au centre du projet de reconstruction de l'État. C'est pourquoi il entend relancer le processus de mise en œuvre des recommandations des États généraux, tout en ayant le souci de procéder à des réajustements là où cela s'avère nécessaire pour imprimer plus d'efficacité à l'action de lutte. Le phénomène de la corruption nuit à la cohésion sociale et demeure la source des problèmes qui nuisent le développement économique et social des nations. Considéré par beaucoup comme un véritable fléau, la corruption a atteint une telle profondeur dans nos pays qu'elle est qualifiée de systémique. Les travaux auxquels prennent part les représentants des départements ministériels, du secteur privé et de la société civile durent 3 jours. Transition toute trouvée. Autre grand titre de ce journal, la 4e session ordinaire de la Cour d'assises de Bamako s'est ouverte aujourd'hui. Au total, 80 affaires au rôle. Les infractions commises vont des tentatives d'enlèvement de personnes, vol qualifié assassinat. Reportage Bourama Traoré. Cette 4e session ordinaire de la Cour d'assises est la dernière de l'année judiciaire de 2013. À la barre, 105 accusés pour 80 affaires inscrites au rôle. Pour cette session, les infractions contre les mœurs prédominent, notamment la pédophilie et les viols. Pour comprendre les faits et savoir la loi applicable, il faut que l'enquête préliminaire et l'instruction ficellent des dossiers clairs et consistants. Aussi, pour que le verdict soit compris, il faut connaître les règles qui gouvernent son déroulement. Il faut souligner à cet effet que le procès doit être public, équitable. Il doit se dérouler devant des juges indépendants et impartiaux. Ces caractères du procès nécessitent l'observance de certains principes dont la présomption d'innocence, la contradiction et l'assistance de l'accusé par un avocat. Les mots doivent être conformes aux actes. Pour leur part, les magistrats doivent eux aussi être irréprochables et être crédibles dans leur jugement. Comme à l'accoutumée, le procureur Daniel Tessougué a levé le voile sur les principales préoccupations des Maliens. Une nation s'offre un avenir par la formation. Rien ne devrait être négligé. Nul sacrifice n'est trop grand pour faire notre école le foyer d'excellence où nous avons tous été à un moment donné. Partageant ce point de vue du procureur général près la Cour d'appel de Bamako, les bâtonniers de l'ordre des avocats du Mali plaident pour des réformes de la Cour d'assises. Pour Maître Isiaka Keïta, il faut non seulement revoir les textes, mais aussi créer une aide juridictionnelle. Auparavant, une dizaine d'assesseurs avaient prêté serment. Ces juges populaires, comme on les appelle ici, doivent assister la famille judiciaire dans la recherche de la vérité, toute la vérité sur les 80 affaires à juger. Des données de qualité pour soutenir le progrès africain, c'est le thème de la 23e journée africaine de la statistique. La célébration a été marquée par une série de communications et l'Assemblée générale de l'Association malienne de la statistique, compte rendu Moïse Traoré. Les statistiques sont utilisées pour suivre les évolutions vers les objectifs de développement.
Le thème de la 23e journée africaine de la statistique est des données de qualité pour soutenir le progrès africain. La gestion de cette crise qui affecte toutes les dimensions et tous les compartiments de la vie sociale et économique de notre pays implique nécessairement la disponibilité de données statistiques pertinentes, de qualité, pour gérer l'incidence de ce véritable séisme. La médiocre qualité des données statistiques, la faiblesse de la collecte et de l'utilisation de données locales spécifiques et fiables ne sont pas totalement étrangères au dialogue de sourds qui existe entre les pouvoirs publics, les populations locales et même parfois les PTF sur la distribution équitable des efforts de développement à travers le pays, en particulier entre les régions nord et sud. Au CICB, la journée est marquée par des débats autour de sujets tels la valorisation de l'apport des femmes dans le développement et le schéma directeur de la statistique, un instrument de développement du système statistique national. Outre un match de football remporté par des journalistes, les statisticiens bénéficient d'une formation en évaluation des données. Activité inscrite dans le cadre de cette journée africaine de la statistique, en principe célébrée le 18 novembre. Voilà les journalistes qui jouent et qui marquent. Lancement ce matin à Bamako du rapport 2012 du baromètre des médias africains. Le cas du Mali, cet écrit participe à l'évaluation de l'environnement médiatique et du contexte sociopolitique du Mali. Le document en question est une initiative de la Fondation Friedrich Ebert. Reportage Moussa Fani. Le baromètre des médias africains est une analyse permettant d'évaluer l'environnement médiatique d'un pays et de proposer des réformes dans les secteurs. C'est dans cette dynamique que la Fondation Frédéric Ebert vient de publier son rapport 2012 sur le baromètre des médias africains, le cas du Mali. Le baromètre des médias est un instrument développé par la FES qui est utilisé depuis plusieurs années pour analyser la situation des médias. Il est réalisé actuellement dans 25 pays de l'Afrique et nos bureaux d'Asie ont également commencé à l'expérimenter. Nous allons découvrir ce baromètre qui, en plus, fait de la critique de notre pratique, qui nous critique souvent, qui nous permet d'avancer. Donc franchement, c'est un grand moment pour nous, c'est un document extrêmement important pour nous. Il nous permet d'avancer. Le document de 69 pages présenté aux hommes des médias passe au peigne fin la situation du secteur des médias au Mali. Si l'on assiste à une floraison de journaux et de radios privées FM sur l'ensemble du territoire, les télévisions privées tardent à voir le jour alors que les programmes des chaînes étrangères sont accessibles. La régulation du secteur se caractérise par la multiplication des acteurs et de l'éparpillement des pouvoirs. Au cours de ce lancement, la représentante de la Fondation Frédéric Ebert a remis un exemplaire du document au conseil technique du ministère de la Communication, des Nouvelles Technologies et de l'Information. L'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga, avait pris part à Niamey, au Niger, à la conférence sur la contrefaçon et la vente illicite des médicaments. En marge des travaux, elle a rencontré la communauté malienne vivant sur place. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Ndé Sissoko et Brema Koulibaly. Pendant la crise qu'a connue notre pays, nombre de Maliens ont traversé la frontière pour se réfugier au Niger. À leur arrivée, ils étaient estimés à un peu plus de 50 000 selon le HCR et la plupart ont été accueillis dans différents camps de réfugiés. Cependant, ce chiffre doit aujourd'hui être revu à la baisse puisque nombreux sont ceux qui sont déjà rentrés au pays. Profitant de sa première sortie africaine en terre nigérienne, la première dame, Keïta Aminata Maïga, a souhaité rencontrer les Maliens vivant au Niger et les réfugiés, en particulier les femmes, pour leur apporter son soutien. Dès mon arrivée, je lui ai demandé de voir s'il était possible de vous voir. Même pas pour discourir, mais pour simplement vous voir, vous saluer. Vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Vous êtes au Niger, mais vous êtes aussi chez vous. La rencontre qui a eu lieu à l'ambassade du Mali a été l'occasion pour discuter de façon franche et cordiale. Les réfugiés ont fait part de leurs préoccupations qui ont pour nom le manque d'éducation des enfants, le manque d'hygiène ou encore d'activités génératrices de revenus. À cela, on peut ajouter la crainte du retour avec la paix qu'ils estiment encore fragile, entre autres.
Leurs préoccupations n'ont pas laissé l'épouse du président de la République indifférente. Mais je suis une citoyenne, je suis une femme. Et à ce titre, je vais me battre pour que, en tout cas, tout ce que vous avez dit là, que ça soit rapporté fidèlement. Que chacun, chez lui, peut faire aussi la paix, peut négocier la paix, peut réconcilier la paix des cœurs. Parce que c'est de ça dont on a besoin. Mais chacun, dans chaque famille, il faut qu'il y ait cette solidarité, qu'il y ait ce pardon, que l'on puisse se pardonner, que l'on puisse dire le Mali d'abord. Quand je dis le Mali d'abord, c'est pas le slogan, mais c'est vrai que le Mali ne mérite pas ça. Donc il faut que nous, on se donne la main. Et je crois que les femmes, la base de la société, la base de tout développement, comme je l'ai dit, ce sont les femmes. Sinon, j'ai enregistré toutes vos doléances et c'est sûr que les femmes ont un pouvoir. Les femmes ont un pouvoir, c'est une réalité. Rassurés de l'accompagnement de la première dame Keïta Aminata Maïga, les Maliens vivant au Niger et les réfugiés se sont engagés à leur tour à tout mettre en œuvre pour apporter leur touche à la reconstruction nationale et à la réconciliation des cœurs. La crise du Nord a entraîné un déplacement massif de la population du Nord de notre pays vers les régions du Sud. À Ségou, par exemple, ils sont plus de 36 000 personnes déplacées. Malgré les opérations de retour gratuits en cours, quelques-uns ont trouvé leur compte à Ségou. Gros plan sur l'insertion des déplacés de la région avec Kandesila. Le vieux Garba était boucher à Kidal. Originaire de Tombouctou, il s'est retrouvé suite à la crise du Nord à Ségou. Aujourd'hui, la rôtisserie qu'il exploite à Médine est l'une des plus prisées de la ville. La touche particulière est que Garba a importé du Nord la technique du lotrou qui consiste à empaqueter la viande hachée. Parce que depuis il y a le marché depuis que les gens ont pris goût. Ils viennent de plus en plus pour acheter. Celui qui vient pour 500 francs, s'il goûte, il paye pour 1000 francs ou 1500 francs. En ce qui concerne la cohabitation, je n'ai eu aucun problème. Il n'y a que l'entente et la cordialité entre nous. Quelqu'un a même placé un poste téléviseur ici pour moi et mes visiteurs. Si Garba a bien reçu son intégration dans le tissu socio-économique de Ségou, il n'en demeure pas moins pour Mme Aïdra Zaleatou Alassane, ressortissante de Gao, qui, en plus d'un restaurant qu'elle gère, fait de la coupe-couture à l'adresse des femmes déplacées. Je suis venue ici à cause des déplacés que j'ai trouvé des projets pour faire la couture. Elle nous forme par groupe de 10. Nous sommes actuellement en formation. Au départ, nous ne savons rien de la couture. C'est elle qui nous a appris à faire le métier. Actuellement, nous sommes à la phase de coupe. Comme Garba et Zaleatou, ils sont 36 045 personnes déplacées répertoriées dans la région de Ségou. Dans certains cas, ce qui aurait pu être une situation d'urgence extrême, grâce à la solidarité malienne, l'hospitalité ségovienne et l'esprit de Djatigia, a été tout simplement un voyage d'échange. Nous sommes venus à Ségou. Nous avons bénéficié de vivres et de beaucoup d'autres choses. Le projet Human Network nous a aidés à faire des petits métiers. Nous avons choisi la teinture parce qu'au nord, nous venons teindre nos tissus soit à Ségou ou à Bamako. Le projet nous a aidés en nous dotant des matériels nécessaires, indigo, gants, cahiers et bics. Et une personne a été choisie pour notre formation. Et la spécificité de la région dans la gestion de la question des déplacés est qu'il n'y a pas eu de camps de déplacés, mais plutôt des familles d'accueil conformément à la tradition malienne. Les camps de déplacés au niveau de Ségou ne répondaient pas tellement, disons, à l'aspiration même, disons, socio-culturelle de notre région. Donc avec les familles d'accueil, nous avons, disons, sensibilisé les uns et les autres au niveau de la ville. Les déplacés qu'on recevait aussi, il y avait une forte sensibilisation. D'avril 2012 à maintenant, beaucoup
d'œuvres de solidarité ont été menées en faveur de ces déplacés par l'État et ses partenaires. Je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, à peu près 98% des déplacés de Ségou ont reçu des dons. Les gens sont à l'aise, eux-mêmes ils se sentent chez eux comme ça là. C'est pour ça qu'il y a quelques-uns même qui disent qu'ils préfèrent même rester. Comme pour dire que le lien séculaire qui unit les Maliens est au-delà des régions. Voilà, c'est tout ça, le Mali. Et cet élément a été initié à l'occasion de la clôture du mois de la solidarité prévue demain à Ségou. Les locaux de la Cour suprême ont abrité ce matin l'ouverture des travaux, des ateliers de renforcement des capacités des conseillers de la section des comptes. Ces rencontres doivent permettre d'approfondir les connaissances des conseillers sur les contrôles de conformité de la chaîne de la dépense publique, notamment le suivi des marchés publics et les délégations de services. Compte rendu, Youssouf Diakité. Une meilleure appréhension des opérations de recettes et de dépenses qui sont effectuées en termes de prévision, d'émissions de recouvrement et de paiement, le fonctionnement d'une recette perception. Voilà entre autres questions qui sont débattues par les conseillers de la section des comptes de la Cour suprême. L'objectif est connu. Le renforcement de capacité des conseillers en matière de vérification financière et de vérification de la comptabilité des matières conformément aux normes de l'INTOSAI. L'efficience et l'efficacité des contrôles non juridictionnels. La création d'un cadre d'échange d'expériences professionnelles entre les facilitateurs et les participants d'une part et entre tous les conseillers d'autre part. Plusieurs autres questions sont abordées par les participants, notamment la réédition des comptes. Les modules prévus sont au nombre de 4. Il y a la comptabilité matière, il y a la dépense publique, il y a la recette perception et le contrôle des collectivités et établissements publics. Ces ateliers font partie du chronogramme établi par la Cour suprême qui porte sur la gouvernance financière, la transparence et la visibilité de la gestion des finances publiques. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, FAFPA, est à la recherche d'un mécanisme consensuel de financement de l'équipement des actions de formation. Une session sur le cadre méthodologique d'élaboration et de mise en œuvre des programmes de formation selon l'approche par compétences et sur l'harmonisation des 10 programmes de formation est en cours. Compte rendu, Fademba Keïta. Le développement de la formation professionnelle reste un impératif à la fois pour les structures, les organismes de formation et pour les entreprises. C'est dans cette optique que le FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage et ses antennes régionales ont initié cette série de formations sur l'approche par compétences. Le premier terme va concerner l'APC, l'approche par compétences, que nous allons développer en vue d'outiller nos antennes au niveau régional et les cadres au niveau de la direction. Le deuxième thème va concerner un peu les critères par rapport au financement de l'équipement que le FAFPA a entamé depuis plus d'une dizaine d'années. Selon le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, parrain de la formation, la maîtrise de l'approche par compétences permet d'adapter l'offre de formation à la demande du marché de l'emploi. Tout ce qui concerne les outils méthodologiques, tout ce qui concerne les formations thématiques sur l'embauche, sur l'aviculture, c'est le FAFPA qui développe ces modules-là et qui les met à la disposition des partenaires, qui les met à la disposition des bénéficiaires. Ces rencontres d'échange et de réflexion avec l'ensemble des acteurs et des partenaires stratégiques s'étendent du 25 au 29 novembre 2013. Les deux groupes de travail constitués doivent formuler des recommandations en rapport avec le contenu des programmes, ce qui devra leur permettre de répondre aux besoins de réalisation des objectifs pédagogiques. Le ministre du Logement a procédé au lancement des travaux de bitumage de la voie d'accès des 330 logements sociaux de Yirimadio 1 et 2. La cérémonie officielle de lancement a aussi enregistré la présence du ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville. Après avoir donné le premier coup de lame de ces travaux, le ministre du Logement s'est aussitôt rendu sur le chantier des 1552 logements sociaux. Compte rendu, Lamine Keïta. Le bitumage de la route reliant la route nationale 6 aux logements sociaux de la SEMA à Rimadio va soulager les habitants de cette cité
et les autres usagers de la voie. Le maire de la commune 6 et les porte-parole des bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Nous nous réjouissons énormément de ces lancements qui augurent la fin de nos calvaires depuis 2007. Routes crevassées, caillouteuses, poussiéreuses, non éclairées, véritables gîtes des braqueurs de route. Ces travaux de raccordement s'inscrivent dans le cadre de l'aménagement des logements sociaux de notre pays. La cité de Yirimadio existe depuis 100 ans. C'est la première fois que Yirimadio reçoit une route bitumée. Cette route va permettre de résoudre deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est l'état de la route. Vous l'avez visité certainement avant. Un état de dégradation est à peu près 100%. Ici ajoute un problème d'insécurité. La zone était devenue une zone de repère de banditisme, braquage de motos, vol dans les maisons environnantes. Et tout cela va prendre fin justement avec les travaux qui ont démarré ce matin. Le coût global de l'opération est estimé à 2,144 milliards financés sur fonds de l'Office malien de l'habitat. Les travaux sont exécutés par l'entreprise malienne Abdoulaye Keita sous la supervision de la Société d'équipement du Mali, SEMA. Après avoir donné le coup de lame des travaux de bitumage, le ministre du Logement s'est immédiatement rendu sur le site du chantier des 1552 logements pour une visite d'inspection. Là, les entreprises, par la voix de leur porte-parole, ont promis au ministre de terminer les travaux dans les délais contractuels. De quoi rassurer les visiteurs du jour. Le coût total est estimé à 19,503 millions de francs CFA. Les logements sont de type F3, F4 et F5. Des routes bien faites pour rouler avec prudence. Le projet d'appui aux communes urbaines du Mali vient d'offrir 35 motos à la direction de l'urbanisme. La valeur de ces engins s'élève à 20 millions de francs CFA. C'est ce que nous dit Abdul Karim Kaba. Amoindrir le travail des agents de l'urbanisme en leur donnant des motos pour le contrôle des chantiers, tel est l'objectif de cette remise de motos. Ce geste est du projet d'appui aux communes urbaines du Mali, PACOM. Ces motos, au nombre de 35, ont coûté 20 millions. On s'est rendu compte, suite aux écroulements d'immeubles, que l'urbanisme n'arrive pas à bien accomplir sa mission, notamment les brigades urbaines. Le ministre a demandé de favoriser la mobilité de l'urbanisme. Nous avons sollicité le concours de la coopération suisse afin qu'on puisse mettre à la disposition de l'urbanisme des engins permettant de faciliter la mobilité des brigades urbaines. Le premier responsable du département de l'urbanisme et de la politique de la ville n'a pas manqué de dire combien ces matériels sont importants pour les agents. Avec ces 35 motos, les services de l'urbanisme, aussi bien à Bamako, mais aussi sur l'ensemble du territoire, seront dotés des moyens leur permettant d'être mobiles, d'aller sur les chantiers, d'être constamment, à l'ouvrage afin que tous les chantiers, toutes les constructions puissent être faites selon les normes. Avant d'affirmer la détermination du gouvernement à mettre les moyens nécessaires pour la bonne marche du travail, Moussa Mara a appelé les uns et les autres à plus d'engagement. Écho de nos régions, autre accompagnement des générateurs, un véhicule pick-up et 180 tonnes de riz pour un coût de près de 600 millions de francs CFA. Ce don du gouvernement du Japon à travers le PNUD pour les populations de Gundam en 6e région. La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant spécial adjoint de l'amunissement et celui du PNUD dans notre pays. Reportage Yeya Tandina. C'est un agenda bien rempli pour le représentant spécial adjoint de la MINUSMA qui vient de sillonner 2 cercles de la région de Tombouctou. Niafenke, première étape de la visite. Les infrastructures étatiques sont visitées. La mission est touchée par les dommages causés au symbole du pays par les groupes armés. J'étais un peu choqué par ce que j'ai vu avec le pillage qui a été fait à tous ces bâtiments et surtout la perte des archives. Et on est là pour voir avec les autorités comment on peut donner un coup de main pour la reprise de la justice et la gendarmerie, la police et aussi le système des prisons parce que ça c'est très important pour le retour de l'état de droit. Ensuite, Gundam. 600 millions de francs CFA investis en vivres et équipements agricoles pour les populations du Fagubin. 180 tonnes de riz, 3 groupes électrogènes pour les centres multifonctionnels des femmes de Tonka, Bintagungu et Gundam, et un pick-up 4x4 pour le système Fagubin OMVF. La mise en œuvre de ces projets permettra, entre autres, de lutter contre la pauvreté et ses manifestations sociales et économiques.
De l'électricité et de l'eau, une mission conjointe EDEM SA Somagep vient de séjourner à Gao. Au menu des échanges avec les populations, de nouvelles dispositions sont prises par les deux services pour la continuité de la fourniture d'eau et d'électricité. Il s'agit notamment du rétablissement normal de l'électricité dont les arriérés pour la ville de Gao s'élèvent à plus de 700 millions de francs CFA. L'annulation de cette dette par EDEM a été accueillie avec joie par les populations. Compte rendu Drissa Kone. Pour cette reprise normale des activités de l'EDM-SA et de la SOMAGEP, il ne s'agira pas pour les populations de payer les arriérés de l'EDM qui s'élèvent à 723 890 000 francs CFA. Les échanges ont porté sur les nouvelles dispositions prises par l'État dans le cadre de la continuité normale des activités des deux structures. Côté EDM, la grande nouveauté est le remplacement des compteurs existants par des compteurs prépayés communément appelés ISAGO qui coûtera 3 125 francs CFA, toutes taxes inclus. Ce travail débutera le 15 décembre prochain. Pour raison d'équité, les premiers compteurs placés seront rechargés par l'EDM. Le paiement commencera pour tous les clients aussitôt que ce processus sera achevé. Cette mesure est valable pour la facture d'eau dont les compteurs seront relevés pour ce faire. Nous comptons sur l'accompagnement de chacun pour aider à la normalisation et dans l'intérêt de tous. En vue de faciliter ce travail, les branchements anarchiques doivent être déclarés. Autre bonne nouvelle, la ville de Gao se verra bientôt dotée de 200 lampadaires solaires. De nombreuses ampoules économiques déjà disponibles seront aussi distribuées gratuitement aux services publics comme l'hôpital, les mosquées, la mairie, entre autres. Le ministre en charge des affaires religieuses et du culte, Amadou Oumar Assi Diallo, séjourne à Doha, au Qatar, depuis hier, sur invitation de son homologue qatari. Au centre de leur entretien pendant ces 2 jours, la coopération islamique et les possibilités d'appui multiformes à notre pays, notamment dans l'organisation du pèlerinage et la lutte contre la pauvreté. Au terme de sa visite, le ministre Diallo et son homologue qatari mettront la main sur un projet accord cadre de coopération bilatérale. Le programme de gestion décentralisée des forêts a procédé au lancement des activités de son projet renforcement des mesures et capacités adaptatives. C'était à Koni, dans la commune de Ngouraba, cercle de Kati. Une plateforme multifonctionnelle et des riches ont été installées dans le village. Le coût de l'investissement est estimé à environ 10 millions de francs CFA. C'est ce que nous dit Moussa Fani. À travers son projet à renforcement des mesures et capacités adaptatives, les responsables du programme de gestion décentralisée des forêts GDFOR viennent de lancer leurs activités à Koni. L'objectif est de contribuer à une meilleure adaptation au changement climatique. Ils ont remis une plateforme multifonctionnelle, 300 ruches et autres accessoires à la population de la localité. Nous attendons de la population leur adaptation aux effets néfastes des changements climatiques. Nous attendons de la population de ne plus aller exploiter dans la forêt. Nous attendons aussi de la population de pouvoir se mobiliser autour de ces équipements pour tirer le maximum de revenus de ces équipements-là. Et ça s'inscrit dans le cadre de l'appui de la Direction nationale des eaux et forêts à travers le programme GDFOR. Le matériel réceptionné devra permettre d'appuyer les populations riveraines des forêts classées dans la diversification et l'accroissement des activités économiques. Le projet renforcement des mesures et capacités adaptatives qui opère dans 6 villages des cercles de Koulikoro, Kati et Dioïla entend initier les bénéficiaires à la connaissance de l'abeille et l'installation des ruches. Les autorités communales de Nioro ont baptisé l'école fondamentale de Keima au nom de Feu Mbouye Sibi. Par ce geste, il s'agissait de rendre un hommage mérité à l'homme, suivant ce commentaire de Moussa Fani. L'école fondamentale de Kaïmé de Nioro porte désormais le nom de Mbouye Sibi. Cette cérémonie de baptême vise à immortaliser l'homme. Nous adressons auparavant toute notre reconnaissance et notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont eu cette belle et bonne initiative en donnant le nom de Mbouye Sibi à cette école. Qu'Allah le Tout-Puissant les assiste dans toutes leurs œuvres. Les parents de M. Mbouye Sibi, ses amis et tous ceux qui l'ont connu vous disent merci pour cette action bien réfléchie pour un barbon. Mbouye était un exemple à suivre. Les autorités scolaires ont salué cette initiative pour rendre un hommage mérité à Feu Mbouye Sibi.
La remise des fournitures scolaires à l'école par la famille Nebouye Sibi et l'animation folklorique ont été les temps forts de cet événement. Sport tennis, les rideaux sont tombés ce week-end sur la 35e édition du championnat national. En finale jouée au tennis club du stade Modibo Keïta, le champion en titre Sékou Dramé a battu Draman Bakayoko en 2-7, 6-3, 6-3 et succède à lui-même. Ousmane Daou était présent à cette finale. Pendant 2 semaines, 173 joueurs ont compéti dans 11 catégories, à savoir les doubles messieurs, simple dames, junior garçons, les cadets et cadettes, les minimes et garçons, les benjamines et benjamins, les vétérans et le simple monsieur, la catégorie reine. Pour la grande finale, 2 champions sont en face. D'un côté, Draman Bakayoko, vainqueur en 2011, et de l'autre, Sékou Dramé, champion en titre. Après la cérémonie protocolaire d'usage, les 2 finalistes se retrouvent sur le court pour engager les hostilités. Le début de la partie est très serré en 2 joueurs très techniques qui affectionnent le fond de court, ce qui fait que les scores sont serrés 1-1, 2-2, 3-3 au bout de 20 minutes. Mais plus les minutes passent, plus Sékou Dramé fait parler son expérience avec des revers foudroyants, ce qui lui permet d'empocher le premier set 6-3 en 37 minutes. Mécontent d'avoir perdu le premier acte de jeu, Draman Bakayoko change de style et mène rapidement 2-0 grâce à des coups droits implacables et un service très puissant. Mais Sékou Dramé se ressaisit vite en imposant son style, c'est-à-dire beaucoup d'échanges pour au bout conclure par des balles liftées ou par un coup droit. Fatigué par la tactique de son adversaire, Draman Bakayoko commet beaucoup de fautes directes et Sékou Dramé s'impose facilement au second set 6-3 en 42 minutes. Comme cette finale se joue au meilleur de 2 sets, donc Sékou Dramé est le nouveau champion du Mali de tennis, monsieur. La 35e édition a enregistré la participation des 4 ligues régionales, Kaï, Koulikoro, Sikasso et Mopti. Quant aux ligues du Nord, elles n'ont pas compéti, mais les présidents étaient à Bamako, ce qui démontre la bonne santé de la discipline. Ce qui est encourageant au niveau de la Fédération malienne de tennis, c'est justement l'implantation de ce centre-là. C'est justement le projet le tennis à l'école, qui sont des éléments, des paramètres, des déterminants pour la réussite sportive. Donc d'année en année, on constate justement que ce tennis se développe à travers les idées que le bureau fédéral met en place pour son développement, pour son épanouissement. Pour la Fédération malienne de tennis, le plus important, c'est la participation et c'est pourquoi elle a remis des prix et des équipements de tennis à toutes les catégories qui ont participé à cette 35e édition. Esprit sain dans un corps sain. Santé. La chronique santé du jour nous amène dans le monde des logiciels appliqués à la gestion. Depuis le 29 janvier de cette année, l'hôpital Gabriel Touré est dans l'ère de Open Clinic, une plateforme informatique qui a amélioré la gestion des ressources de ce centre hospitalier. Elle peut permettre techniquement au ministre de la Santé ou au directeur de voir les entrées financières. Les techniciens disent que Open Clinic peut mieux faire. Les données qu'ils donnent peuvent aider à prendre des décisions en matière de santé publique. Focus Santé est allé voir, suivez cet élément. Le mois de janvier 2013 aura été marqué à l'hôpital Gabriel Touré par de très longues files d'attente au guichet, souvent au-delà de midi. La cause de ces désagréments vécus côté patient était l'introduction d'un nouveau logiciel pour améliorer d'abord la gestion financière de la structure. À travers ce logiciel, on est capable de savoir combien a été payé pour telle prestation de soins au sein de l'hôpital Gabriel Touré et de savoir ça a été payé auprès de qui quand le patient vient pour se soigner au sein de l'hôpital Gabriel Touré. Donc en somme, c'est nous permettre, dans le cadre de la moralisation des finances publiques, de voir effectivement que ce qui est payé est perçu, retourne dans la caisse de l'hôpital et que c'est perçu de la bonne manière. La trouvaille s'appelle Open Clinic, fruit de la collaboration entre l'hôpital et l'Antime, l'Agence nationale de télésanté et d'informatique médicale. Pour le directeur technique de l'Antime, la gestion financière n'est qu'une petite partie du logiciel Open Clinic. Un patient qui rentre, il est clair qu'il va payer et tout, mais ce n'est pas le plus important. Il doit être pris en charge.
Et ce patient, à chaque fois qu'il passe dans un hôpital, n'est-ce pas, il reçoit un certain nombre de traitements, et ces traitements-là doivent rester. Il doit avoir un dossier patient, et ce dossier patient devra permettre à l'avenir de savoir tous les détails sur ce patient-là, son histoire en termes médicaux, les allergies, etc. Et l'occupation, par exemple, des lits. Quand un patient vient et qu'on veut, par exemple, l'hospitaliser dans une chambre, si jamais on n'a pas un système qui permet de dire telle chambre est libre, telle chambre sera libre dans tel jour, etc., ça c'est un peu plus compliqué. Et le patient qui arrive dans l'hôpital, généralement, va faire une batterie de tests, d'analyse. Et tout ce qui se passe sur le patient doit être disponible. Et le patient-là doit être unique, parce que c'est une personne et cette personne, elle est unique. Entre janvier et septembre 2013, Open Clinic a permis à Gabriel Touré d'obtenir certains bons résultats, surtout au niveau de l'entrée des ressources financières. Le logiciel faisant partie de tout un ensemble de mesures qui ont été mises en place au niveau de l'hôpital Gabriel Touré pour sécuriser les ressources. Du mois de janvier à ce mois de septembre, on a constaté une augmentation importante du niveau des recettes. Il y a même eu un pic au mois de mars 2013 où nous avions une augmentation des recettes par rapport à 2012 de 138%. Et donc ce mois de septembre, il y a eu une grande augmentation du niveau des recettes par rapport à ce qui a été effectué en 2010, 2011 et 2012 au sein de cet établissement. Et nous avions constaté aussi une amélioration de la qualité des services. Il y a toujours des gens qui viennent solliciter des services, mais on a observé une certaine célérité dans le traitement des demandes au niveau du bureau des entrées, mais aussi au niveau de l'intérieur de l'hôpital par rapport à l'accès aux soins sur la base des prestations payées. Ce logiciel sécurisé à plusieurs niveaux a déjà été introduit au niveau des centres de santé de référence des communes 2, 3 et 4 du district. Grâce à sa plateforme, il permet d'accéder à certaines informations sur l'évolution de la structure de santé, ce qui nous conduit au rôle qu'il peut jouer dans la gestion des problèmes de santé en général dans le pays. Pour un ensemble de patients donnés, il faut que le système dise par exemple qu'au niveau de l'hôpital, voilà les maladies qu'on nous traitons le plus souvent. Ça permet de prendre rapidement des décisions. Et vraiment, le système d'information, c'est tout ce qui se passe au niveau de l'hôpital. Et c'est en ça que Open Clinic est vraiment intéressant. Maintenant, l'autre élément que je voudrais quand même ajouter, c'est le fait que la plateforme là, elle est interopérable avec toutes les normes internationales aujourd'hui, ce qui fait qu'elle va pouvoir communiquer avec des systèmes beaucoup plus complexes, tels que des équipements biomédicaux, les bras robotisés, les scanners et autres. Donc tous ces systèmes peuvent communiquer justement avec ce dispositif lorsqu'on le déploie à 100%. Aujourd'hui, aucune des structures de santé n'exploite Open Clinic à 100% de ses capacités. Cela nécessite d'ailleurs une informatisation avancée avec la formation et l'équipement nécessaires à tous les niveaux. On vous l'annonçait hier, Daouda Dia du bureau des oulémas de l'ORTM qui a fait valoir ses droits à la retraite en 2011 n'est plus. Ces obsèques ont eu lieu hier après-midi à Djelibougou. C'était en présence de la grande famille de l'ORTM, des amis et parents. Reportage Fademba Keita. Né en 1945 à Guémou, cercle de Yélimani, où il fit ses premières études coraniques, Daouda Dia était issu d'une famille hautement islamisée. C'est d'ailleurs cette éducation qui l'amena à poursuivre ses études supérieures dans les écoles de Médersa. Il ouvre en 1975 la première école Médersa à Bagadadji. Pieux et très social, l'entourage du maître coranique et professeur d'arabe regrette la mort du président des sages de Tabital Poulako, une association qui œuvre pour la promotion de la langue et de la culture peul au Mali. J'ai retenu de lui la force d'aimer les hommes, d'aimer les gens, d'assister les gens et de compatir pour les gens. Unanimement appelé doyen par les agents du bureau des éléments de l'ORTM,
Daoudia était le conseiller de ceux qui travaillaient dans cette section. Chaz Daoudia, c'est un collaborateur vraiment exceptionnel. Dans le bureau là-bas, étant jeune, lui qui est le doyen, chaque fois s'il y a discorde entre nous, comme déjà si on est ensemble, il y a forcément ça, il arrivait à nous rassembler, à nous conseiller. Après plusieurs années de loyaux services au profit de la Oumma islamique, le défunt fit valoir ses droits à la retraite en 2011. Il laisse derrière lui une veuve et de nombreux petits-enfants inconsolables. D'ores en paix, doyen. Sur ce, prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h-13h, retrouvez Kadiatou Kone. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous présenter celle du soir. Vous pourrez revoir ce journal sur notre site www.ortm.ml. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.